Aujourd'hui, l'électricité statique, portion essai. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la section fondement de l'électricité statique, c'est qu'à la base, tout objet est neutre. Donc, ton bureau, ton iPad, toi, les murs, les nuages, tous les objets qui nous entourent sont neutres. Par contre, par différents procédés qu'on va voir dans un instant, soit le frottement, la conduction et l'induction, il y aura moyen d'électriser la matière, c'est-à-dire de leur attribuer une charge, soit positive ou soit négative, en fonction de la nature du matériel avec lequel on travaille. Pourquoi un objet serait chargé positivement? C'est qu'à vrai dire, il aurait un surplus de protons. Et comment l'objet ferait pour avoir un surplus de protons? C'est qu'il aurait perdu des électrons. Pourquoi est-ce que ce seraient les électrons qui auraient quitté l'objet? C'est qu'évidemment, ce sont les électrons de valence qui sont en périphérie, qui seraient attaqués plus facilement. Et on se souvient qu'un électron, c'est également beaucoup plus léger qu'un proton et qu'un neutron. Donc, c'est plus facile à attaquer. Un peu comme en chimie, quand on voulait former une molécule. Ainsi, une charge ou un objet chargé négativement va donc avoir un surplus d'électrons parce qu'il a accueilli les électrons d'un autre objet qui les lui a donnés. Un petit rappel de la loi des charges. Il existe deux types de forces qui peuvent interagir entre deux objets si les deux objets sont de même nature, c'est-à-dire que les deux objets ont été électrisés positivement ou que les deux objets ont été électrisés négativement. Ces deux objets-là, une fois qu'ils seront rapprochés, vont se repousser l'un de l'autre, si évidemment leurs masses sont très petites. Si au contraire, on a électrisé deux objets de manière différente, donc un objet est positif et un objet est négatif, et qu'on les rapproche, ces deux derniers vont se rapprocher et vont s'attirer comme l'illustre l'image centrale, donc les charges opposées s'attirent. Ça donne lieu à un exercice classique qu'on appelle l'exercice des sphères. Deux petits rappels très importants. D'abord, il faut vraiment observer les 4 sections de plafond comme étant 4 sections différentes ou 4 expériences différentes. Donc, attention de ne jamais comparer 2 tiges ou 2 cordes, si tu préfères, qui ne sont pas attachées après le même plafond. Ce n'est pas une bonne procédure pour résoudre le problème. Ensuite, deuxième petit détail, s'assurer que si une lettre est reprise dans d'autres sections d'expérience, il faut reconduire la charge trouvée lors de la première déduction pour la deuxième ou voire même peut-être la troisième expérience. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de déterminer l'ensemble des charges de plusieurs sphères. Donc, voilà pour le problème classique des petites sphères. Parmi les objets dont tout à l'heure je te parlais qui peuvent être électrisés, il y a 3 grandes catégories de substances: les conducteurs, les semi-conducteurs et les isolants. Les conducteurs sont les matériaux dans lesquels les charges vont pouvoir circuler librement. Donc, par exemple, dans les métaux, c'est-à-dire les éléments à gauche de la ligne escalier du tableau périodique, sauf l'hydrogène, il peut y avoir circulation uniforme des charges électriques, ce qui veut dire que s'il y a un courant électrique qui traverse l'extrémité de cette sphère-ci, le courant électrique va se propager à travers tout l'objet. C'est le même raisonnement pour ce que nous avions vu en chimie, les solutions électrolytiques. Donc, petit rappel, les acides, les bases et les sels dans l'eau peuvent conduire le courant. Donc, en chimie, on avait vu que c'était une histoire d'ions. Donc, on garde ça en tête parce que les ions vont permettre le courant électrique. Donc, c'est un beau lien à faire entre la chimie et l'électricité. Ensuite, ça nous prenait des substances pour l'électronique, entre autres, qui avaient des capacités de bien conduire l'électricité, mais de moins bien conduire la chaleur, par exemple. Donc, l'idée nous est venue de prendre la catégorie des métalloïdes du tableau périodique, cette fameuse catégorie qui longe la ligne escalier et qui peut avoir parfois des aptitudes de métaux et parfois des propriétés de non-métaux. Donc, cette catégorie-là,
les métalloïdes, et une catégorie qui répond aux caractéristiques donc des semi-conducteurs. Toi, je te demande que d'apprendre l'élément chouchou, le fameux silicium. C'est lui qui est le plus utilisé et le meilleur, donc c'est lui qui est à retenir. Troisième et dernière catégorie, ce qu'on appelle un isolant, c'est une substance qui ne permet pas aux charges électriques de circuler. Ça veut dire que s'il y a un petit choc électrique à cet endroit-ci, tu vois que l'objet peut quand même avoir reçu des charges. Par contre, ces charges-là, comme c'est un isolant, elles ne pourront pas se promener librement dans tout l'objet. Ce qui fait que si toi, tu es à l'autre extrémité, tu n'auras pas de choc électrique parce que la charge ne traversera pas l'objet jusqu'à t'atteindre, ce qui aurait été le cas pour un conducteur où la charge aurait pu traverser l'objet au grand complet. Donc, qui sont les fameux isolants? Si on a déduit que les métaux, c'était les conducteurs, les métalloïdes, les semi-conducteurs, il nous reste la catégorie des non-métaux pour les isolants. Et pourquoi est-ce que les non-métaux seraient des isolants? Parce que justement, l'électricité statique, l'objectif, c'est de voir des petits électrons se transférer d'une substance à une autre. Et on sait très bien qu'au contraire, les non-métaux, eux autres, ils ne veulent vraiment pas donner des électrons. Au contraire, ils veulent en recevoir. Donc, ils ne vont pas très facilement donner leurs différents électrons, contrairement aux métaux. Donc, la répartition des charges va être beaucoup plus difficile à faire chez les non-métaux. Sinon, dans la catégorie des substances usuelles du quotidien, si tu préfères, qui font partie des isolants, on a bien sûr les classiques, donc le bois et le caoutchouc, mais il existe également le verre et la céramique. Donc, un petit résumé, conducteur, les éléments de gauche. On n'oublie pas que l'hydrogène fait partie encore de la section des non-métaux, donc sera dans la catégorie isolant. Semi-conducteur longe notre ligne escalier, le chouchou, le silicium, et les isolants, les non-métaux. La partie la plus intéressante de cette présentation-ci, c'est comment faire pour attribuer une charge électrique à un objet. Il y a donc 3 techniques. La première qu'on appelle le frottement, c'est très simple. Dans un énoncé, dans un exercice, on doit toujours faire référence à l'affirmation « je frotte l'objet A avec l'objet B ». Il n'y aura pas d'autres mots-clés que le mot « frotte ». C'est assez simple, mais c'est comme ça qu'on l'utilise. Comment ça fonctionne? Très important de comprendre que pour le frottement, on part toujours avec deux objets neutres. Comment représenter cet objet neutre-là? Tu constates qu'on a dessiné autant de protons que d'électrons. Peu importe si tu en dessines 2, 3 ou 4 protons, il faudra que tu en dessines la même quantité d'électrons. Donc ici, 2 objets neutres. Ensuite, il y a un électron, ou 2 ou 3, qui vont être transférés à l'autre substance, selon ce qu'on s'en va voir dans un instant, qui est la série électrostatique. Donc, pendant que les 2 objets sont frottés, les 2 parois des 2 substances sont mises en contact et ce sont les électrons qui vont être arrachés. Encore une fois, parce qu'ils sont plus petits et plus facilement accessibles. Donc, les électrons vont être arrachés d'un environnement à l'autre, ce qui fait que si ici, on enlève un électron, comme tu constates, eh bien, un électron est parti de la sphère de gauche pour aller à la sphère de droite, ce qui fait qu'on a un surplus d'électrons, 1, 2, 3, 4, contrairement à un nombre de 3 de protons. Donc, la sphère sera négative. Et ici, on constate que comme l'électron a quitté, il y a un surplus de protons. Donc, la charge globale de la sphère sera positive. Donc, encore ici, une fois, pour confirmer que c'est vraiment parce que l'électron est beaucoup plus léger et qu'il est en périphérie que c'est pour ça que c'est l'électron qui va se déplacer. Donc ici, tu as devant toi une série électrostatique qui est toujours donnée dans les examens. L'objectif de la série électrostatique, c'est de hiérarchiser les différentes substances en fonction de leur affinité à recevoir ou à donner des électrons. Là, tu te dis, on aurait pu utiliser un tableau périodique, mais la réponse, c'est bien non, parce qu'il y a des matériaux, entre autres comme le caoutchouc, le bois ou la soie, qui ne sont pas des éléments du tableau périodique, donc ce sont des molécules et non des éléments purs du tableau périodique.
Donc, comment il faut interpréter ce tableau-là? À vrai dire, il faut toujours y aller par comparaison. Donc, je m'explique. Si je te demande de comparer l'or avec le nickel, en comparant les deux, tu constates que l'or est dans la section grande affinité à recevoir des électrons. Donc, l'or serait donc négatif. Mais le nickel, qui est juste en dessous, pourrait te paraître également négatif parce qu'il semble dans le haut du tableau. Mais par comparaison, le nickel est sous l'or, donc il va acquérir une charge positive. Par contre, si j'avais utilisé le même nickel, mais avec le caoutchouc, cette fois-ci, le nickel étant plus haut dans le tableau que le caoutchouc, le nickel aurait été positif et le négatif, désolé, je me corrige. Donc, le nickel aurait été négatif, mais le caoutchouc aurait été, lui, positif. Donc, tu vois que le nickel peut être soit positif ou négatif, ça dépend d'avec qui on le compare. Pour faire une comparaison, tu es clairement meilleur en mathématiques qu'un secondaire 1. Par contre, tu es plus faible en mathématiques, à moins que tu suives des cours extraordinaires à l'extérieur de l'école, tu es plus faible en mathématiques que quelqu'un qui complète son doctorat en mathématiques. Donc, c'est toujours une histoire de comparaison. Même chose ici, on doit comparer les substances les unes avec les autres. Donc, voilà pour le tableau. Grande affinité à recevoir les électrons, ça va vouloir dire avoir une tendance négative parce qu'on va recevoir un surplus d'électrons. Alors que grande affinité à donner ces électrons, si on donne les électrons, on a un surplus de protons. Voilà le tableau. On passe maintenant à la deuxième manière d'électriser un objet, ce qu'on appelle de la conduction. Pour avoir de la conduction, il faut déjà qu'il y ait un objet électrisé. Et comment on fait pour déjà avoir un objet électrisé? Bien, on le fait par frottement. Donc, il y a déjà eu au préalable un des deux objets qui a été frotté avec un autre. Dans ce cas-ci, par exemple, la laine aurait subi un frottement avec un autre matériau et parce qu'on constate qu'il y a 1, 2, 3 protons, bien, la charge globale de la laine serait positive. Pour faire une conduction, il faut que les deux objets se touchent. Donc, ce que tu vas voir apparaître comme mot-clé dans les exercices, dans les examens, c'est soit l'objet 1 touche l'objet 2 ou encore est en contact. Donc, en contact, ça ne veut pas dire frotter, ça veut tout simplement dire toucher à l'autre objet. Donc, j'ai un objet qui a une charge globale positive ici, la laine, et je le mets en contact avec du coton qui est neutre. Comment je sais que le coton est neutre? On constate qu'il a autant de charges positives que de charges négatives. Lorsqu'il va y avoir un contact, c'est toujours et encore un transfert d'électrons, parce que ce sont les plus petits et parce que ce sont les plus légers, les plus faciles à attaquer. Donc, les électrons vont se déplacer. Comment déterminer le sens du déplacement des électrons? C'est facile. On regarde c'est où l'endroit où il y a un surplus d'électrons par rapport à l'autre. Donc, il y a un surplus d'électrons du côté du coton. Donc, le coton va transférer des électrons à la laine pour que la laine en acquiert d'autres. Par contre, on constate donc que la charge globale au final, il y a 3 protons, mais que 2 électrons. Donc, ça fait en sorte que la charge globale du coton sera positive, mais la laine qui était déjà positive, même si elle a reçu un P d'électrons de la part du coton, c'est jamais suffisant pour changer la charge. Donc, la laine finira elle aussi par être positive. Et c'est là la conclusion de ce qu'on appelle une conduction, c'est qu'à la fin de toute conduction, les deux objets ont la même charge. Donc voilà pour la conduction. Des exercices un peu plus complexes, mais très importants à maîtriser. Donc ici, on constate qu'à la base, mon élève de secondaire 1, à gauche, est à proximité d'un mur. Les deux, donc le petit bonhomme et le mur, sont tous les deux neutres. Lorsque le petit garçon de secondaire 1 se frotte après le corridor,
il va acquérir des électrons. Pourquoi ce serait lui qui aurait le surplus d'électrons? C'est parce qu'en allant consulter la série électrostatique, on aurait été capable de voir que le petit garçon ou les poils du petit garçon, ça aurait été l'élément du haut, donc dans plus grande affinité à recevoir des électrons, alors que le mur, peu importe sa substance, aurait été fait d'un matériau qui aurait eu une plus grande affinité à donner des électrons. Donc c'est comme ça qu'en regardant la série électrostatique, on aurait été capable de déterminer, par exemple, que le petit garçon est davantage négatif parce qu'il reçoit des électrons. Vu que le petit garçon est négatif, lorsqu'il va approcher un individu neutre et qu'il va y avoir une conduction, donc un contact, il va y avoir un transfert d'électrons. Encore une fois, il faut observer comment ce transfert-là, dans quel sens va se faire le transfert, et on constate que le transfert va se faire du petit garçon négatif vers le nouvel ami neutre. Pourquoi? Parce qu'il y a un surplus de charge négative à gauche, contrairement à droite. Donc, il va y avoir un rééquilibre du tout. Donc, les électrons vont partiellement se diriger vers le petit garçon de droite. Et la conclusion, ça va être que non seulement à la fin, le petit garçon va rester négatif, mais que l'ami qui était neutre, mais qui vient d'acquérir un surplus d'électrons, va également devenir négatif. Et encore une fois, c'est toute conclusion à la fin d'une conduction. Les deux objets doivent avoir la même charge. Même raisonnement, donc même bande dessinée, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un mur qui veut donner ses électrons, c'est un mur qui veut recevoir des électrons. Pourquoi le mur voudrait recevoir des électrons? C'est tout simplement que, encore une fois, dans la série électrostatique, il serait placé à une position différente par rapport au poil humain. Donc, ça ferait en sorte que celui-ci recevrait des électrons et le petit garçon, lui, donnerait des électrons. Si c'est le petit garçon qui donne ses électrons, ça veut dire que le petit garçon devient avec un surplus de protons. Maintenant, lorsqu'il va vouloir entrer en contact pour faire de la conduction, c'est normal, on a notre objet chargé, on a notre objet neutre, donc ça fonctionne. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au moment qu'il va y avoir contact avec les deux, c'est pas le petit garçon qui voulait faire le petit choc électrique qui va transférer de l'électricité statique, mais bien au contraire, c'est l'ami neutre, qui n'avait absolument rien demandé, qui va transférer des électrons à l'ami coquin qui avait fait dans le fond, qui avait voulu provoquer le courant électrique. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que c'est l'ami neutre qui a plus d'électrons que l'ami positif. C'est assez évident que l'ami positif manque d'électrons parce qu'il est positif. Donc, l'ami neutre va lui transférer des électrons. Et c'est comme ça, c'est dans ce sens-là que les électrons vont être transférés. Et ça va faire en sorte que les deux amis, donc cet ami-ci va rester positif, parce que même s'il a reçu des électrons, il n'en a quand même pas reçu une énorme quantité, donc il reste positif. Mais l'ami neutre vient de donner des électrons, donc comme il a perdu des électrons, il finit également positif. Et encore une fois, c'est la conclusion d'une conduction. Troisième et dernière technique, ce qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est une technique qui se caractérise, par le mot de vocabulaire « j'approche ». Donc, quand tu approches un objet qui est électrisé d'un objet neutre, tout ce qui va se passer, c'est comme tu le constates, il va y avoir une réorganisation temporaire des charges à l'intérieur de la sphère. Donc ici, j'ai approché un objet électrisé qui était négatif. Donc c'est normal, selon la loi d'attraction des charges, que si il y a un objet négatif, l'ensemble des charges positives vont venir se localiser le plus proche possible de l'objet. Et à l'inverse, toutes les charges négatives, identiques à l'objet chargé, veulent absolument pas être en contact, parce que les moins se repoussent. Donc, ils vont se placer le plus loin possible de ma tige.
Si j'avais eu une tige positive, ben là, c'est l'inverse qui se serait produit. Donc, autour d'une tige positive, il y aurait eu beaucoup de charges négatives. Et donc, on peut se le dessiner ici. Donc, si j'avais eu une charge qui était positive et une sphère ici, j'aurais eu plein de moins ici. Et à l'autre extrémité, j'aurais eu des plus. Et là, ce petit dessin-là me permet de vous faire la mise en garde suivante. Il est très important que si je dessine 4 moins, je dessine de l'autre côté 4 plus. Parce que mon objet doit rester neutre. Donc, si tu me dessines 3 moins, tu me dessines 3 plus. Si tu me dessines 12 moins, tu dois dessiner 12 plus. L'important dans l'induction, c'est qu'il y ait une réorganisation temporaire des charges. Donc, je vois bien qu'il y a une section positive et une section négative. Et cette induction-là, ça ne génère absolument aucun phénomène autre qu'une réorganisation des charges. Sauf si la sphère est assez légère pour combattre la gravité et venir toucher la sphère. Au moment où l'objet va venir, pas toucher la sphère, mais toucher le bâton. Au moment où l'objet va être touché par la sphère, il y aura un contact, donc ça ne sera plus de l'induction, ça va devenir de la conduction. Donc voilà, un petit tableau synthèse ici qui résume que le frottement, c'est le seul cas où j'ai deux objets neutres au départ et j'obtiens des charges différentes à la fin. La conduction, j'ai un objet chargé avec un objet neutre. Les deux finissent avec la même charge, donc ça peut être plus, ça peut être moins. Il y a un transfert d'électrons qui est très difficile à maîtriser, donc assure-toi de bien comprendre. Et dans la l'induction, l'objet positif rencontre un objet neutre et tout ce qui se passe, c'est une réorganisation des charges. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je te souhaite une excellente fin de journée.